par rapport à ce classement, c'est que c'est une opportunité extraordinaire et une reconnaissance vraiment importante, puisqu'en France, donc, il y a 37 biens culturels qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le canal du Midi et son système d'alimentation. On l'oublie souvent. On a l'impression que vraiment les gens, la notoriété s'est focalisée sur le linéaire des 240 km donc du canal du Midi entre Toulouse et Sète, mais il ne faut pas oublier que l'ensemble du système d'alimentation, depuis la prise d'eau d'Alzot jusqu'à Naurouze, en passant par Revel, a été également classé. Le canal du Midi a obtenu 4 critères. Il y a plusieurs critères pour le classement au titre du patrimoine mondial. Et le canal du Midi en a eu 4, ce qui est assez exceptionnel. En fait, il s'agit d'un lieu où on présente à la fois la personnalité et l'histoire familiale de Pierre-Paul Riquet, qui est quand même importante pour comprendre la genèse du projet et sa réalisation. Et c'est aussi un lieu où on parle du canal du Midi, où on le présente d'un point de vue historique, conditions de sa construction, les personnages, parce que Riquet n'était pas tout seul évidemment pour construire ce canal, les personnages qui l'ont accompagné, une évocation également des conditions du chantier, des outils qui ont servi à la réalisation du chantier, donc une chronologie qui permet de comprendre la réalisation, puisque le canal a été réalisé en 14 ans, ce qui est extrêmement court pour l'époque. Donc on explique pourquoi ce chantier a été si court. Et puis des audiovisuels, et notamment un audiovisuel qui permet aux gens qui ne connaissent pas le canal du Midi de descendre le canal du Midi au fil de l'eau, parce que nous sommes certes au système d'alimentation du canal du Midi à Saint-Ferréol, mais le canal en lui-même est à une vingtaine de kilomètres, à Castelnaudary. Donc il faut aussi que les gens à un moment donné soient en contact direct avec le canal tel qu'il est aujourd'hui. Alors, la politique culturelle du musée, c'est effectivement de proposer des expositions temporaires, et nous en avons 2 cette année. Une exposition qui a été réalisée en partenariat avec le lycée du bois et de l'ameublement de Revel, avec la classe de tournage, qui a été une prolongation d'une exposition que nous avions l'année dernière, d'une artiste qui s'appelle Brigitte Faure, qui a photographié l'eau de la montagne Noire. Et cette exposition était destinée, elle est temporelle. Et puis, le professeur de tournage d'art du lycée du Bois est passé avec ses élèves. Et il a proposé à ses élèves de tourner des objets en lien avec ses photographies sur l'eau. Et de ce fait-là, on a gardé l'exposition, on l'a transformée pour qu'elle puisse accueillir les 13 objets en bois tourné qui sont présentés. Ça, c'est la première expo. La deuxième, c'est une exposition donc réalisée avec Voies navigables de France, et notamment le service des archives de Voies navigables de France, et qui nous a proposé donc une exposition qui s'appelle donc l'édit de 1666, une signature pour un grand rêve, c'est-à-dire 1666, nous fêtons cette année le 350e anniversaire de l'autorisation du roi de France de créer un grand canal, le canal royal des Deux Mers, qui devait à l'origine relier donc l'océan et la mer Méditerranée. Après, nous avons beaucoup d'événements musicaux, théâtraux, de cinéma, conférences également. Mais les activités pérennes sur la saison estivale en juillet, en août, ce sont des visites théâtralisées, les mercredis et les dimanches, avec des comédiens, des ateliers pour les enfants autour justement de l'eau, et également des visites accompagnées pour découvrir le site de Saint-Ferréol, le barrage et les différents éléments qui constituent ce site patrimonial qui, voilà, encore une fois, est classé UNESCO et les gens ne le savent pas forcément. Alors, le musée Jardin du Canal du Midi a été inauguré en 2008. Donc voilà, maintenant on est en 2016, il est à une étape de sa vie où il faut renouveler. Il faut renouveler les propositions, il faut renouveler le matériel. Donc tout ça doit être validé naturellement et officialisé. Mais nous travaillons dans ce sens
à savoir qu'il faut que le musée revendique sa spécificité d'être aux sources du canal du Midi, qui est le nom qui a été pris notamment par l'Office du tourisme intercommunal, qui est tout à fait significatif de ce territoire. On est aux sources, on est au démarrage. Le canal du Midi s'invente ici. Et ça, il faut le revendiquer et le renforcer en termes de muséographie notamment, que les gens comprennent comment fonctionne le système d'alimentation du canal du Midi, qui est assez complexe, qui est tout à fait ingénieux, tout à fait exceptionnel pour l'époque, mais qui est assez complexe parce que Riquet en a fait la majeure partie. Vauban, il n'a pas eu le temps de terminer. Donc Vauban a perfectionné son système. Et donc il faut raconter tout ça. Comment se fait-il qu'un homme, bon, encore une fois, accompagné aussi d'experts, a pu réussir à réaliser cet exploit d'alimenter un canal sur 240 km qui va traverser une plaine méridionale sèche. Voilà. Comment il y est arrivé, comment il est parvenu à trouver la solution. Donc ça, il faut vraiment le faire partager au public parce qu'on le sait mal, mais ça vaut tout à fait la peine. Donc on va modifier les choses et puis engager ce musée dans un côté peut-être un peu plus ludique. Le musée est ouvert toute l'année et en juillet-août, il est ouvert de 10h30 à 18h30, non-stop et tous les jours. Et il s'adresse effectivement à différents publics puisque on a le label handicap. On vient d'obtenir cette année aussi la marque accueil vélo. Donc évidemment, puisqu'on est très lié à la pratique du vélo autour du canal du Midi et en montagne noire autour des rigoles. Des enfants, des familles, enfin voilà, c'est un musée qui peut s'adresser vraiment à tout type de public. Merci à vous. Merci.